Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour, accordé avec fraude de Ahidjo à Biya. Comment sortir du cycle des élections contestées? C'est le titre du livre publié aux éditions du Chabel du journaliste politique et écrivain camerounais Jean-Bruno Taille. Et pour aborder justement la question des élections contestées en Afrique, je le reçois en personne. Il est notre invité du jour, Jean-Bruno Taille. Bienvenue. Merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu comme un pavé que vous lancez dans la main avec ce livre. On y apprend que le trucage des élections est un héritage de l'administration coloniale française. Absolument. Il faut montrer rapidement en quoi la fraude électorale serait un héritage des colons français. Alors absolument, il faut rappeler dans cet ouvrage Accordé avec fraude que je reviens sur une petite histoire des élections au Cameroun. Et je me suis rendu compte en faisant la petite recherche que la fraude électorale ne datait pas d'aujourd'hui. Dans les années 50, quand la France occupait encore le Cameroun, ils avaient décidé de ne pas quitter le Cameroun et pour se donner une espèce de vernis démocratique, on organisait des élections, sauf que c'était des mascarades électorales, puisqu'on bourrait les urnes pour faire gagner des personnes que la France jugeait acceptables, donc des personnes qu'on jugeait bons pour les intérêts de la France. Ces personnes étaient choisies à l'avance? Absolument. C'était des personnes qui jouaient le jeu de la France et la France s'organisait pour faire gagner ces personnes-là. Parce que dites-vous bien, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'Union des populations du Cameroun, qui dans les années 50 était le parti le mieux structuré, avec des leaders qui étaient légitimes, qui avaient une véritable vision politique, mais ils n'ont jamais réussi à gagner des élections. Pourquoi? Parce que les élections étaient truquées, l'objectif étant de barrer la route à l'UPC qui avait une vision politique qui n'était pas, ou alors qui n'arrangeait pas les intérêts de la France. C'est comme ça que c'est ancré dans les imaginaires la culture de la fraude électorale. Effectivement, une culture de la fraude électorale est née depuis la période coloniale avec les Français. Ahidjo a été installé au pouvoir et ça, ce n'est pas des fantasmes, c'est documenté. Ahidjo a été installé au pouvoir par les Français qui ont fait voter pour lui. Il y a un administrateur colonial français qui s'appelle Guy Georgi qui a écrit noir sur blanc dans ses mémoires qu'ils avaient fait voter pour Amadou Ahidjo en mettant des ballots de bulletins de vote dans les urnes pour faire gagner Amadou Ahidjo, simplement parce que Amadou Ahidjo était jugé présentable par l'administration coloniale française. Jean-Bruno Taille, revenons à l'histoire la plus récente. La présidentielle de 2018 au Cameroun était-elle forcément truquée parce que c'est Paul Biya qui a remporté? Non, là, il n'est pas la question. Je pense que beaucoup de Camerounais aujourd'hui, pardon du terme, se fichent que Paul Biya, Maurice Kamto, John Frundi ou bien n'importe qui soit déclaré vainqueur d'une élection. Ce qui est le plus important pour la plupart des Camerounais qui sont non partisans, c'est de savoir que le jeu est clair. Or, en l'occurrence, la présidentielle de 2018 était tout sauf transparente. Vous auriez écrit ce livre si c'est Maurice Kamto qui avait remporté cette présidentielle? Alors le tout, c'est de savoir dans quel contexte il a gagné. S'il a gagné sans qu'il y ait un certain nombre, je veux dire, de cas de fraude ou alors de cas d'irrégularité, je l'aurais écrit. Donc, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer que cette élection a été tout sauf claire. Quand vous regardez par exemple l'institution qui est chargée de proclamer les résultats, qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Le président de ce Conseil constitutionnel est militant par alliance du parti au pouvoir, c'est-à-dire pourquoi? Parce que son épouse, elle est députée du RDPC à l'Assemblée nationale. Ça le discrédite a priori? Oui. Parce qu'il n'a pas toute la lucidité nécessaire pour pouvoir apprécier les choses de manière transparente. Je vais plus loin. Dans cette même institution, il y a au moins 4 membres qui sont des militants du RDPC, dont certains font partie de l'une des institutions les plus importantes du parti au pouvoir, c'est-à-dire le bureau politique. À côté de cela, vous avez tout le processus électoral qui est faussé. Par exemple, le financement des partis politiques. Avant d'aborder la question du processus électoral, Jean-Bruno Taille, parce que vous évoquez la question des conseils et cours constitutionnels, qui est une question cruciale. Absolument. Est-ce que la difficulté ne vient pas de leur mode de désignation? Quand la Constitution elle-même dit le président en désigne 3, l'Assemblée nationale en désigne 3 et les 3 autres viennent de la société civile, lorsque le président
fini de désigner ses 3 membres et qu'il est en même temps son parti, en même temps majoritaire à l'Assemblée nationale, fatalement, il se retrouve avec 6 membres du Conseil constitutionnel. Et c'est justement ce que je dénonce dans cet ouvrage. Je dis qu'il faut revoir le mode de désignation de ces personnalités-là, parce que c'est le président de la République tout seul qui a désigné ces personnalités, même si la loi dit que l'Assemblée nationale désigne quelques membres dans le Conseil constitutionnel, le Sénat fait pareil, mais c'est le président de la République qui l'a fait, parce que même sur la forme, et vous savez que dans une démocratie, on est souvent attaché au symbole. À aucun moment donné, les Camerounais n'ont vu le Parlement se réunir pour dire nous avons désigner telle personne pour faire partie du Conseil constitutionnel. Le président l'a fait. Donc je pense que ce sont là les symboles qui sont forts et qui auraient pu permettre de garantir une certaine, je vais dire, transparence ou alors une certaine indépendance des membres du Conseil constitutionnel. Dernière chose sur le Conseil constitutionnel. Et c'est pareil également pour ELECAM, qui est l'organe en charge du conduit du processus électoral. On précise que les membres de ces institutions-là sont nommés et leur mandat est éventuellement renouvelé. Le vice est dans le terme éventuellement. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous vous tenez bien, le président, il renouvelle votre mandat. Si vous vous amusez à jouer les héros, vous ne serez pas reconduit. Pour moi, ce sont là des éléments qui sont très dangereux pour la qualité des élections. Il y a quand même des pays, parce qu'il faut le dire aussi, il y a des pays où ça marche, où les conseils constitutionnels, les juges de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel sont réellement indépendants. On l'a vu d'ailleurs à la dernière présidentielle au Kenya, où le président de la Cour suprême a osé annuler le premier tour, alors que le président, c'est le président sortant qui est... On aimerait atteindre ce niveau d'héroïsme de la part des chefs des institutions, sauf que malheureusement ici, beaucoup pensent que lorsqu'ils sont nommés, ils doivent tout à celui qui les ont installés et doivent faire sa volonté. Revenons à la question pratique des systèmes électoraux. Qu'est-ce qui, selon vous, est porteur de fraude dans l'organisation, dans l'architecture organisationnelle des élections, aussi bien au Cameroun que dans les autres pays? Alors, je n'ai pas fait de véritable travail sur ce qui se passe dans les autres pays, mais en ce qui concerne le Cameroun, c'est tout le processus qui est faux. Pardon de dire ça, ça peut paraître un peu raccourci, mais c'est la réalité. Je vais vous expliquer ça de manière très simple. Le processus électoral au Cameroun ressemble un peu à un match de football absurde où l'un des adversaires, c'est lui qui décide du jour où le match va se jouer, c'est lui qui choisit le stade, c'est lui qui désigne l'arbitre, c'est lui qui décide de donner un peu d'argent à ses adversaires pour se préparer et venir le battre, c'est lui qui décide de si le but est validé ou pas. À la fin du match, c'est lui qui décide de qui a gagné le match, quel que soit ce que l'arbitre aura décidé. Et pour dire quoi? Pour dire que le processus, il est contrôlé du début jusqu'à la fin par le président de la République. Ce n'est pas normal. On peut faire des choses de manière beaucoup plus neutre que cela. Et juste un mot pour finir sur ce plan-là, si vous me permettez. La question des élections, et ça je l'explique dans les livres, c'est une question qui est transpartisane. Parce que ma conviction, c'est qu'on ne dirige un pays que de la manière dont on est arrivé au pouvoir. Quand vous regardez dans un pays comme la France, que les gens aiment beaucoup citer ici quand ça les arrange, surtout ceux qui dirigent ce pays, Emmanuel Macron, il est arrivé fringant il y a un peu, à peine 3 ans, mais il a vieilli de 10 ans. Barack Obama, en 8 ans de pouvoir, il a vieilli avec des cheveux blancs et tout. Pourquoi? Parce que la pression de la population, la pression des électeurs et de la charge. Or, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir quelqu'un qui a 30 ans de pouvoir et qui paraît toujours frais. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'écoute pas sa population, il ne bosse pas pour essayer, parce que dans une démocratie où l'élection est le mode de désignation des dirigeants, chaque jour on est en campagne parce qu'il est question de séduire les citoyens, de séduire les électeurs. D'où l'impérieuse nécessité de renouveler régulièrement la classe politique, en tout cas l'élite dirigeante. Jean-Bruno Tagne, c'est son nom. Il est journaliste politique et écrivain camerounais. Accordé avec fraude de Aïdjo Abia, comment sortir du cycle des élections contestées. C'est le titre du livre qui vient de publier. Merci. C'est moi. Merci beaucoup. Été notre invité du jour. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.